pour déposer votre demande de paiement. Donc, juste pour vous dire que ce webinaire sera enregistré, il sera disponible en replay. Voilà. Donc, je propose qu'on démarre. Donc, la slide suivante. Voilà. Alors, peut-être, je me suis pas représentée, excusez-moi. Donc, je suis Roselyne Magla-Salon et je suis chef de service gestion des programmes européens à la région Guadeloupe. Donc, dans mon service, on travaille sur l'écriture des programmes, leur révision, également les procédures. Voilà, donc c'est une présentation et un échange à quatre voix, on va dire, bien sûr avec vous, mais également avec Madame Roulon et son équipe au niveau de l'instruction et bien sûr Cathy Pierre en tant qu'animatrice du réseau rural de la région Guadeloupe. Donc l'intervention, en fait, on va l'aborder sous trois angles principaux, hein, puisqu'on a pour préparer ce webinaire, on a beaucoup partagé sur les erreurs fréquentes, sur ce qui ralentit en fait le traitement de vos demandes de paiement. Donc, on a un petit peu bilanté en fait les problématiques les plus fréquentes. Et donc, elles se matérialisent en trois grands blocs. Le premier bloc, c'est l'adéquation entre ce que vous mettez dans votre demande de paiement et ce que dit votre décision juridique. C'est-à-dire qui octroie l'aide dans des conditions de délai, dans des conditions avec des dépenses qui ont été retenues. Donc, on va y revenir puisqu'on a parfois effectivement des demandes de paiement qui ne sont pas complètement dans le fil droit de la décision juridique qui a été transmise au porteur de projet. Deuxième grand bloc, c'est la complétude de votre demande avec toutes les pièces justificatives demandées. On va partager avec vous des exemples, un formulaire bien renseigné, mais également la question de la conformité des factures, puisque le contenu d'une facture est réglementé, mais ainsi que les preuves d'acquittement de ces factures. On va faire aussi un rappel sur qu'est-ce que c'est l'acquittement d'une facture. Il y a plusieurs manières de faire. On va vous les rappeler. Et enfin, c'est très important, le respect des règles de publicité qui s'appliquent et le fait de pouvoir joindre à votre demande la preuve de ce respect, puisque vous avez des règles de publicité pendant l'opération, mais également des règles de publicité après l'opération selon les montants. Donc là aussi, petite piqûre de rappel sur ce que disent les textes, mais ce qui est expliqué dans le guide de la publicité Europe que vous trouvez sur Europe Web. Donc sans plus tarder, je vous propose de démarrer sur la question de la décision juridique. Donc une décision juridique, c'est soit une convention, ou soit un arrêté selon le montant de l'aide. Donc, lorsque l'aide est inférieure à 23 000, vous avez un arrêté qui est simple, qui est ce qu'on, dans notre jargon, on appelle unilatéral. Et lorsque on est au-delà de 23 000 €, vous avez une décision juridique qui est signée par le porteur de projet. La première chose, c'est de bien vérifier. C'est vrai que vous avez un quotidien de porteurs de projet, un quotidien d'accompagnement de ces porteurs de projet, mais en tout cas, d'avoir bien en tête les dates limites. Effectivement, une convention, elle a une fin de vie. Et si vous voulez déposer une demande de paiement après les dates limites, en soi, ce n'est pas possible puisque votre décision juridique a pris fin. Et donc, c'est un dossier, en fait, qui va être soldé en l'état et désengagé en l'état. Donc, faites très attention à la vie de votre projet et si jamais vous voyez que votre projet va être au-delà de la date limite qui est portée dans la décision juridique, il faut vraiment prendre la tâche de votre service instructeur et de pouvoir en fait de faire une demande de prorogation de ces délais avant de déposer votre demande de paiement. Donc ça, c'est déjà un point très important. Regardez bien vos dates. Sachez aussi, et j'en profite pour le repartager avec vous,
On en a beaucoup parlé l'année dernière, on en reparlera cette année et également l'année prochaine. Attention, le programme actuel, en fait, il va fermer ses portes en 2025. Donc, toutes les opérations, tous les projets vont devoir être terminés à fin 2024 avec des factures acquittées, des dépenses réalisées et une remontée des dépenses au plus tard fin février 2025. C'est-à-dire que votre dernière demande de paiement devra arriver complète au plus tard fin février 2025 auprès du service de Madame Roulon. Voilà. Donc ça, c'est une piqûre de rappel. On aura l'occasion d'en reparler, mais il faut être vigilant sur ces sujets-là parce que si, par exemple, vous avez pris du retard sur votre opération, sachez que il faudra travailler pour que, en tout cas, l'exécution et le paiement soient clos au 31/12/2024 et faire éventuellement les demandes d'avenant. Non, on monte un petit. Enfin, là, tu as le PowerPoint qui déroule. Alors, excusez-moi. Excusez-nous, petit problème technique. Alors, sur la décision juridique, soyez attentifs également à bien regarder l'annexe de cette décision juridique également. Dans cette annexe, vous avez la synthèse de votre opération et vous avez un point très important que sont les dépenses éligibles retenues. Vous avez toute une liste de dépenses qui sont retenues. Donc, si jamais vous avez un besoin de dépenses nouvelles, parce qu'au fil de l'eau de votre opération, en fait, vous voyez que vous allez devoir acquérir un matériel nouveau, vous avez un petit bout de construction complémentaire, faites la demande là aussi préalablement au dépôt de votre demande de paiement afin de pouvoir modifier le plan de financement et donc faire un avenant à votre première décision juridique. Mais si vous ne le faites pas et que vous portez des dépenses inéligibles dans votre demande de paiement, elles ne pourront pas être retenues et elles pourraient même générer des pénalités à la demande au traitement de votre demande de paiement. Donc, soyez attentifs à ça. Regardez bien lorsque vous faites votre demande de paiement. Vous mettez votre demande de paiement à droite, votre décision juridique à gauche et vous regardez s'il y a bien une concordance entre ce que vous allez déposer en DP, demande de paiement, et ce qui était bien dans votre décision juridique initiale. Donc ça, on rencontre effectivement ce type de problématique où en fait on a des demandes qu'il faut toiletter et comme je vous l'ai dit, attention, on peut même arriver à des pénalités, une double peine, c'est-à-dire que non seulement on est obligé de retirer les dépenses inéligibles, mais on vous les retire une deuxième fois lorsqu'elles arrivent à un niveau trop important dans votre demande de paiement. Donc, slide suivant. Alors, ce que l'on rencontre également parfois, c'est que le formulaire n'est pas correctement renseigné. Alors, il faut savoir que c'est important de prendre le temps de renseigner les champs du formulaire. Si les différents champs ne sont pas renseignés, votre demande ne pourra pas être instruite en l'état et le service instructeur devra revenir vers vous pour compléter les champs. Donc, en fait, on perd du temps, c'est-à-dire c'est un temps de traitement rallongé et pour le service instructeur qui, traite quelque chose et pour vous parce que finalement, vous n'aurez pas le traitement de votre demande de paiement selon les délais que vous souhaitez. Donc, parfois aussi, il y a des incohérences. Là, dans l'exemple que l'on vous présente, on a un montant de dépenses sur facture et puis un total qui est différent. Donc, on ne sait pas pourquoi. Mais donc là, on a un problème sur le formulaire. Slide suivante.
Un autre exemple, vous voyez à gauche, là, la liste des pièces n'est pas renseignée, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui a été joint. Donc, en fait, pensez à bien cocher qu'est-ce que vous avez joint dans votre demande, qu'est-ce qui n'est pas opportun. Par exemple, si vous n'avez pas de dépenses de personnel, c'est sans objet. Mais il faut vraiment prendre ce temps. Ça vous prend 5 minutes, mais ça va vous économiser des heures, voire même des jours de traitement complémentaire, parce que lorsque votre demande est incomplète, il faut faire un courrier, il faut faire un mail, et donc vous perdez du temps. Sur l'exemple de droite, c'est une demande de solde. À toute demande de solde, en fait, il faut ne pas oublier à renseigner les indicateurs. Les indicateurs, c'est très important pour le suivi et évaluation du programme. S'ils ne sont pas saisis, on ne pourra pas traiter votre demande tout simplement parce qu'Osiris va bloquer. Osiris bloque tout simplement si les indicateurs ne sont pas saisis. Donc, vraiment, pensez au moment de la solde de saisir les indicateurs de votre opération. Donc, ces indicateurs, qui sont retenus pour votre opération, elles sont dans votre annexe de la décision juridique. Là, l'exemple qui vous est présenté, ce ne sont pas différents exemples. Ça a été une demande de paiement qui a en fait collecté un certain nombre de problèmes. Donc, vous voyez que lorsqu'un service récupère une demande de paiement telle que celle-là, il y a du travail à faire pour la rendre acceptable et pour qu'elle soit instruite par la suite. Je poursuis, hein, vous me dites. Et toujours la même demande de paiement qu'on avait reçue. Le fichier qui est partagé avec vous n'était pas renseigné. C'était une annexe en dehors du fichier qui n'était pas cohérente en fait avec les informations attendues. Donc le formulaire n'était pas renseigné et l'annexe n'était pas cohérente avec les différentes colonnes qui correspondent aux données qui sont attendues dans une demande de paiement. J'interviens justement pour bien préciser d'où l'utilité et l'importance que cette annexe soit remplie, parce que l'instructeur ne peut pas prendre la décision de remplir à elle seule les indications qui concernent le porteur de projet. Donc, les éléments les lignes doivent être remplies convenablement avec les postes de dépenses et la nature des dépenses. En général, vous les avez sur votre convention, donc dans la partie de l'annexe de la convention. Et pareil, les éléments concernant le nom du fournisseur, les références de la facture sont portés sur les factures que vous avez et qui sont acquittées. Donc, ces éléments-là, il faut vraiment les mettre et les porter pour l'instruction du dossier, puisque ce sont ces éléments que l'instructeur porte après dans la base d'Osiris en général pour faire le traitement de votre dossier. Ça, c'est très, très important et ne pas simplement fournir les factures sans pouvoir remplir cette annexe. Ok, merci Gina. Donc on poursuit. Complétude de votre formulaire. Après, ce qui revient parfois également, c'est le contenu de la facture qui n'est pas en adéquation avec le code du commerce. Il faut savoir qu'une facture, elle a un certain nombre d'éléments qui doivent être présents. Donc, je vous les rappelle là. Bien sûr, elle doit être datée, elle doit être numérotée. On doit avoir la date de la vente, ou bon, ça peut être effectivement la date de la facture, la date de la vente, l'identité du vendeur, du prestataire de service, avec la dénomination sociale, là où il y a le siège, d'accord, le numéro de sirène, le code NAF, la forme juridique, le capital social. Voilà. Donc, parfois, on a des factures où en fait, on n'a absolument pas ça. L'identité de l'acheteur ou du client, donc bon,
là notamment en général c'est une entreprise, mais que ça soit bien le porteur de projet qui soit sur la facture en tant qu'identité de l'acheteur. Donc faites très attention parce que on a parfois des problèmes parce que si vous avez plusieurs sociétés, vous avez une entreprise individuelle et une entreprise sous forme morale. Bon, votre prestataire vous connaît, il va mettre peut-être mécaniquement votre nom et votre prénom parce que vous avez une entreprise individuelle, alors que l'opération, elle est portée par votre entreprise en forme morale. Si on reçoit la facture avec une dénomination sociale qui n'est pas la bonne, on va rejeter la facture. Donc, soyez vraiment vigilants là-dessus, surtout pour les chefs d'entreprise qui ont plusieurs entreprises. Voilà, votre prestataire vous donne bien la bonne dénomination. Poursuis. Donc, le numéro de bon de commande, si ça existe, le numéro d'identification à la TVA, la désignation et le décompte des produits et services rendus, donc il faut que ça soit précis. Si vous avez un devis où il y avait 7 lignes, dans la facture, il faudra qu'on retrouve les 7 lignes. Hein. Donc, on a des cas, on va le voir tout à l'heure, où on se retrouve finalement avec une ligne, et alors que le devis, en fait, décomptait un peu l'action. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Donc, soyez exigeants sur comment la finesse de la facture qui vous est présentée. Le taux de TVA également applicable. Parfois, il ne l'est pas. Il n'est pas noté. On voit un montant de TVA, mais on ne connaît pas le taux. Un taux de TVA, il doit obligatoirement être porté. Si jamais, en fait, l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA, il faut mettre que le taux est à 0. Voilà, et que le montant est à 0. Donc, effectivement, le montant hors taxe sera égal au montant TTC, mais en tout cas, il faut marquer que le taux de TVA est égal à 0. Concernant le paiement, on va le voir tout à l'heure, la date, les délais de paiement, les taux de pénalité en cas de non-paiement à la date du règlement. Et suite. Donc voilà un exemple de facture, ce que je disais tout à l'heure, où en fait on a une facture sur une clôture avec un ensemble d'éléments constitutifs en fait de l'opération. Donc le devis, on y parlait de poteaux métalliques, de rouleaux de grillage, de rouleaux de fil, etc., etc. Et puis lorsque la facture arrive quelques mois plus tard au service instructeur, on a construction d'une clôture semi-rigide, première tranche. Ça ne fonctionne pas. Il faut reprendre le même détail que le devis qui vous a été présenté. Donc, soyez attentifs et demandez-le à vos prestataires, enfin, en tout cas, à vos fournisseurs. Poursuis. Alors, je m'excuse, c'est un peu pâle. Ici, en fait, on a reçu cette facture, elle n'était pas acquittée. Donc, on voit bien le montant. Pour le coup, le formalisme de la facture ne pose pas de problème, mais par contre, elle n'est pas acquittée. Donc, on ne peut pas la prendre en compte. Donc, on vous rappelle les modalités d'acquittement. Soit elles sont signées par le fournisseur ou le constructeur, tamponnées si possible, et elles portent les mentions de date et moyens de règlement. Et donc, voilà, votre fournisseur vous dit, c'est OK, sur la facture, c'est acquitté. Soit vous joignez la copie du relevé bancaire qui atteste la dépense et qui fait apparaître le débit correspondant à la facture et la date du débit, ou vous établissez un tableau récapitulatif de dépenses qui va être signé par un tiers habilité. Donc, les tiers habilités pour le faire, c'est un expert comptable, un commissaire aux comptes ou un comptable public. Voilà. Donc, vous avez 3 manières de justifier, en fait, l'acquittement d'une facture.
On vous rappelle également que si vous souhaitez payer par espèce, c'est possible. Mais la règle, en fait, c'est pareil, c'est régi par les textes, hein. La règle, c'est de ne pas dépasser le montant de 1 000 euros en paiement espèce. Au-delà, en fait, vous n'êtes plus dans les règles françaises et donc on ne pourra pas prendre en compte votre facture acquittée en instruction. Alors, il y a aussi une autre chose, un autre point sur lequel que l'on souhaitait partager avec vous, parce qu'on a eu aussi plusieurs fois le cas, et ça ralentit considérablement le traitement de votre demande de paiement. C'est lorsque, par exemple, vous avez votre société qui, pour plein de raisons, à un moment donné, n'a pas un compte bancaire qui vous permet d'avoir des débits. Voilà. Bon, parce que vous attendez le règlement, voilà, un règlement qui n'est pas arrivé. Donc, vous décidez finalement de régler vous-même en tant qu'individu. Et donc, enfin, le montant qui passe sur le relevé, c'est votre relevé bancaire propre. Donc, lorsque vous êtes dans ce cas-là, il est préférable de ne pas en fait payer vous-même. En fait, il est préférable de verser sur le compte de la société le montant de la facture à payer. Ensuite, mécaniquement, auprès de votre comptable ou expert comptable, vous allez créditer ce montant en compte courant d'associé, votre compte courant d'associé, c'est-à-dire que votre société, en fait, est débitrice vis-à-vis de vous du montant que vous avez versé dans le compte de la société et vous payez depuis la société bénéficiaire. Ça va. Il y a aucun problème là-dessus. Par contre, si vous payez directement, c'est-à-dire qu'il y a un paiement direct par un associé, on va obligatoirement vous demander de nous prouver que vous avez en fait versé en fait ce montant-là en compte courant d'associé. Donc on va perdre du temps parce qu'après il faut une écriture comptable. On va vous la demander. Il faut que votre comptable ou expert comptable réintervienne sur vos comptes et on perd du temps. Ça peut être très très long. Donc voilà, soyez vigilants sur ça. En tout cas, faites-le préalablement de verser plutôt sur le compte de la société les montants qui sont dédiés aux factures que vous souhaitez payer, si jamais la société n'est pas en capacité de les payer dans les médias. Est-ce qu'on prend des questions peut-être à ce stade parce on va arriver sur les sessions de créance. Est-ce que certains d'entre vous avaient des questions particulières ou peut-être le service instructeur qui souhaite rajouter des éléments sur ce qui vient d'être dit? Oui, alors, est-ce qu'il y a des instructeurs qui ont des cas, qui voudraient témoigner sur ce fait, des cas pratiques? Ce serait bien que vous puissiez intervenir. Ben, vous pouvez prendre la parole, Monsieur Abraham. Alors, c'est Madame Abraham, Rosine Abraham, bonjour. Je ne suis pas du tout service instructeur, hein, organisation de producteurs à Saint-François. Je voulais juste savoir si l'objet de ce webinaire est destiné aux producteurs ou à des mesures transversales type mesure 2. Oui, vous pouvez reprendre? Vous ne m'avez pas entendu? Non, non. Pardon alors.
je voulais juste savoir si ce webinaire était à destination des producteurs sur des projets particuliers ou bien s'il s'agissait également des opérations plus transversales, type mesure conseil. Non, non, c'est vraiment un webinaire transversal qui s'adresse en fait à toute personne, qu'elle soit, enfin que ça soit le bénéficiaire, groupement ou société. Oui, non, c'est vraiment transversal. Maintenant, la mesure conseil, c'est un tout petit peu plus spécifique, parce qu'elle a des règles particulières et puis en plus on l'a instrumenté sous forme de coût unitaire. Mais donc voilà, on n'a pas cette notion de facture dans la mesure de. Alors, Et ma ça s'adresse, question, oui, à tous les producteurs. Si jamais vous souhaitez, comme l'a dit Madame Pierre, avoir une animation auprès de vos producteurs, vous pouvez valablement reprendre ce qui sera porté sur le site et le rediffuser peut-être sur les bonnes pratiques là que l'on partage avec vous. alors je ne voudrais pas embêter les participants, mais moi j'ai une grosse question quand même sur les échéances de traitement sur différentes mesures. C'est bien la pédagogie pour remplir, mais à ce stade, à quelle personne faut-il réellement s'adresser pour avoir une instruction du dossier de paiement d'une mesure 2, s'il vous plaît? Parce que là, vous parlez du terme à fin 2025. Nous, par exemple, on a répondu à un appel à projet. Et voilà. Je ne sais pas si c'est l'objet du tout, hein. C'est pour ça que je posais initialement la question. Oui, alors justement, comme on vous l'a dit en début du webinaire, n'hésitez pas de me contacter. Donc à ce moment-là, moi, je prendrai attache avec et D'accord. vous donner les coordonnées des personnes qui sont en cours d'instruction sur les dossiers. OK. Est-ce qu'il serait juste possible que vous puissiez mentionner votre mail sur le chat, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Super, merci. Numéro de téléphone, email, je vous communique. Merci beaucoup. Il y a d'autres remarques ou interventions. N'hésitez pas, hein, on a pris ce temps pour et compris effectivement des demandes de rendez-vous. Voilà, donc Monsieur Dinac. Monsieur Dinac, vous avez levé la main, je crois. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Voilà, je n'avais pas l'autorisation de réactiver mon son. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste aborder un point en rapport avec le paiement. On n'a pas évoqué la possibilité que le fournisseur puisse recevoir directement 60, en gros, s'il y a 25-75, les 75% de l'Europe et que l'agriculteur qui présente son dossier n'apporte que ces 25%. Est-ce que c'est possible ou pas? Ben, en fait, j'ai- j'allais présenter en fait ce cas-là qui s'appelle la cession de créance, hein, pour rappeler en fait les principes de cession de créance. C'est Oui, exactement la slide là qui est partagée avec vous et les suivantes. Mais je me suis arrêtée sur voilà les informations un peu générales et puis après on va effectivement repartager les éléments de cession de créance, c'est-à-dire effectivement le fournisseur qui reçoit directement l'aide. d'accord. OK. Julien. Il faut que ce soit mentionné dans la demande au départ. Il faut que ce soit précisé dans la demande avec un Est-ce qu'il document y a attestant. d'autres interventions? Sinon, je poursuis sur les sessions de créance. N'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, même au niveau du SI pour des cas pratiques,
sur des remontées d'informations ou voilà, ou des éléments que vous auriez envie de faire partager avec nous, envie de partager avec nous. Sinon, eh bien, on continue voilà, avec la slide suivante sur la session de créance. Et puis, si vous avez des questions à nous poser au fil de l'eau, n'hésitez pas à voilà, les noter dans le fil de discussion. Donc, la session de créance, comme l'a expliqué Monsieur Dinarc, c'est quelque chose, en fait, un montage qui est intéressant, puisqu'en fait, ça permet au porteur de projet, une fois qu'il a sa décision juridique, de pouvoir, par exemple, faire l'acquisition d'un matériel et de ne payer que sa part d'autofinancement, sachant que le restant sera payé directement par l'ASP au fournisseur. D'accord? Donc, si on donne un exemple concret, supposons que j'achète un tracteur à 100 000 euros. Mon fournisseur me livre ce tracteur, donc j'ai une facture de 100 000 euros. Si j'avais un taux d'aide, si j'ai un taux d'aide de 75%, je ne paye que 25 000 euros. J'ai une facture qui va être nommée acquittement partiel à hauteur de l'autofinancement. Et par le biais de la cession de créance, en fait, le restant, c'est-à-dire les 75 000 euros, vont être versés directement par le payeur de l'ASP au fournisseur. Il faut savoir que la cession de créance, c'est un mécanisme en fait qui n'existe qu'en FEADER, il n'existe pas en FEDER, il n'existe pas en FEANF. C'est une modalité intéressante pour gérer l'entreprise d'un bénéficiaire. Toutefois, il y a voilà, des points à respecter que l'on souhaitait repartager avec vous parce qu'on a eu quelques petits problèmes récemment sur des sessions de créance. Et donc, c'est pour justement les éviter que ça fonctionne bien, tant du côté bénéficiaire que du côté fournisseur, que l'on souhaitait bien repartager ça avec vous. Donc, la première chose, c'est que pour établir cette session de créance, déjà, ça va se faire pas au moment de la demande d'aide, mais au moment où vous avez reçu votre décision juridique. Et donc, vous avez un fournisseur qui est OK pour en fait mettre en place cette cession de créance et donc recevoir ce montant directement de l'organisme payant, donc qui est l'ASP. Donc, le service instructeur a des modèles de cession de créance qui ont été établis avec l'ASP. Vous prenez contact avec lui, ce service instructeur, pour établir les documents de cession de créance. Donc, on vous invite, en tant que bénéficiaire, avec votre fournisseur, à venir auprès du service instructeur à Métis. Prenez rendez-vous et on vous aidera, en fait, à pouvoir, en fait, rédiger cette cession de créance avant l'envoi à l'ASP. Madame Periana souhaite intervenir. Bonjour à tous. Alors, je veux juste rebondir sur le fait de la cession de créance que vient de parler de Madame Vinglas-Salon, pour dire en fait que quand vous déposez un dossier qui a une cession de créance, vous devez nous fournir le courrier qui va d'acceptation de l'ASP. Ça, c'est un point très important parce que nous, en fait, au service instructeur, nous n'avons pas regard de cette cession de créance parce que ça se passe entre le fournisseur, l'ASP et vous, donc porteur de projet. Mais donc le courrier en fait d'acceptation de l'ASP, il faut nous le transmettre obligatoirement pour que nous sachions, en fait, le service instructeur, qu'il y a une cession de créance qui est en cours. Voilà, c'est juste cette information que je souhaitais apporter. Ok, merci.
Donc, première étape avant d'envoyer à l'ASP les éléments, prenez contact avec le service instructeur. C'est très important pour ne pas faire d'erreur dans la cession de créance. Je vous explique par exemple un cas qu'on a eu, c'est que le bénéficiaire et le fournisseur ont rempli eux-mêmes leur modalité de cession de créance. Ils ont transmis à l'ASP, sauf qu'ils se sont trompés. Ce qu'ils ont mis en cession de créance, c'était pas le montant du tracteur, c'était le montant de la décision juridique qui prenait également en compte d'autres dépenses. Donc, soyez vigilants. En fait, vous allez enrichir le fournisseur puisque le fournisseur, finalement, lorsque vous faites ça, il va recevoir toutes les aides au titre de votre décision juridique et pas uniquement au titre de votre tracteur. Donc là, on s'est retrouvé dans une situation assez cocasse puisqu'en fait, le fournisseur a reçu un montant relativement important et qui était bien au-delà du matériel avec lequel vous vous étiez mis d'accord pour faire une cession de créance. Il n'y a rien de compliqué à remplir ces modèles. Maintenant, par principe, vraiment, nous, on vous demande de pouvoir les remplir avec le service instructeur pour éviter ce type de problème parce que il y a des situations qui seront extrêmement difficiles à gérer par la suite. Voilà. Et nous, on ne pourra pas les gérer pour vous en tant que service instructeur. Donc, une fois que vous avez pris contact avec le SI, vous allez, une fois que cette session elle est bien établie, qu'il y a eu un échange avec votre instructeur ou votre instructrice, le bénéficiaire et son fournisseur signent 3 exemplaires. Voilà, cet accord pour acter la cession au fournisseur de l'aide afférente à l'investissement ou aux travaux et cofinancés par le FEADER. Donc, en fait, 3, pourquoi? Parce qu'il y en a un pour l'organisme payeur, un pour le cédant, c'est-à-dire vous, et un pour le cessionnaire, c'est-à-dire le fournisseur. L'original de la cession de créance qui est rempli et le RIB de votre fournisseur, vous l'envoyez en recommandé avec accusé réception à l'agent comptable de l'ASP. Voilà. Comme vous l'avez dit aussi Madame Periana, lorsque vous allez refaire monter votre demande de paiement, pensez aussi à joindre en fait le courrier d'acceptation de votre cession de créance puisque l'agent comptable de l'ASP va vous répondre. Vous pouvez joindre plusieurs cessions de créance sous le même pli, c'est possible. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs fournisseurs avec lesquels vous avez acté une cession, c'est possible. Après, on va vous expliquer pourquoi il faut être extrêmement vigilant lorsqu'il y a plusieurs cessions de créance. Donc, si on reprend notre fil droit de tracteur, le tracteur est arrivé sur votre exploitation, vous avez donné les 25 000 €. Et donc, votre fournisseur vous transmet une facture partiellement acquittée. Alors, attention à la question de la TVA, puisque si vous ne récupérez pas la TVA, vous êtes sur un montant hors taxe. Si vous récupérez la TVA, excusez-moi, votre plan de financement est en hors taxe. Donc, lorsque vous acquittez partiellement la facture, vous devez acquitter vos 25% plus la TVA. Hein? Donc, soyez attentifs à ça. Si votre plan de financement est en hors taxe, il faut payer la TVA en dessus de vos 25% à votre fournisseur. Puisque nous, on ne vous paiera pas en TTC, on vous paiera en hors taxe. Voilà. Et une fois que vous avez cette facture partiellement acquittée, vous la faites remonter au service instructeur avec les éléments de la cession de créance et le courrier comme quoi ça a été accepté par l'ASP. Slide suivante. Donc ça, ça reprend un peu la vie d'une cession de créance. Donc, vous voyez que donc dans ce petit tableau, vous avez votre fournisseur, que l'on appelle cessionnaire. Là, c'est le cas d'un agriculteur qui cède sa créance. C'est ça qu'on l'appelle cédant, autorité de gestion, le service instructeur et l'ASP. Voilà.
Donc, en tant qu'agriculteur, vous déposez une demande d'aide, il y a une instruction, vous recevez votre décision juridique, vous actez un acte de cession avec votre fournisseur, vous le remplissez avec votre service instructeur, vous le notifiez au comptable de l'ASP, voilà, avec le RIB. Vous allez recevoir un courrier qui dit OK, d'accord, on a bien reçu votre cession de créance, elle est enregistrée. Vous vous faites livrer le matériel, voilà, très peu de temps après. Il faut que tous ces actes-là soient très rapprochés. Votre fournisseur va vous établir une facture partiellement acquittée à hauteur de l'autofinancement et de la TVA si jamais votre plan de financement est hors taxe. Il n'y a pas de formulaire de demande de paiement lors de la cession de créance. Le formulaire de demande de paiement, c'est le formulaire classique, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites remonter votre demande de paiement, vous utilisez les formulaires classiques qui sont sur le site Europe Guadeloupe, sauf que vous allez transmettre en pièces justificatives votre facture partiellement acquittée, votre contrat de cession de créance et également le courrier qui accepte cette cession de créance au niveau du comptable de l'ASP. Mais c'est un formulaire classique, c'est pas un formulaire de demande de paiement différent pour la cession de créance. Vous utilisez exactement le même. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok, super, merci. Donc, une fois que vous avez payé votre part d'autofinancement, vous allez envoyer au service instructeur votre demande de paiement, comme je l'ai dit, formulaire classique, avec la facture acquittée, la copie de l'acte de cession et le courrier de l'ASP. Et à partir de là, le service instructeur va instruire votre demande si tout est OK, c'est-à-dire votre acte de cession est bien rempli, la facture est partiellement acquittée, il n'y a pas eu de problème sur le paiement de la TVA, vous n'avez pas oublié que vous étiez en acheté dans votre plan de financement, bah voilà, ça poursuit sa route. Votre instructeur ou instructrice va émettre un certificat de service fait, viendra sur place, regarder en fait la réalité de votre investissement. Et donc ensuite, il y aura le paiement de l'aide qui va être versé à votre fournisseur et non pas à vous. Sachant que l'histoire ne s'arrête pas là, il faut quand même juste demander, une fois que votre fournisseur a reçu le paiement de l'aide de la part de l'ASP, qu'il établisse là, pour vous, une facture acquittée intégralement. Voilà, dans les 3 mois qui suivent le versement de l'aide FEADER, et vous transmettez après au service instructeur cette facture acquittée intégralement. Voilà. Et on a fini. Alors, c'est vrai que la cession de créance, elle est très intéressante sur le plan de la trésorerie, vraiment. C'est vraiment un outil puissant pour pouvoir acquérir un matériel avec juste votre autofinancement à votre niveau. Ça demande, bon, vous le voyez, hein, le circuit, un peu d'administratif, il faut bien le faire. Il faut vraiment bien le faire. Et on va vous expliquer des cas pratiques que l'on a connus en service instructeur et qui ont posé problème. Donc, slide suivante. Alors, il faut savoir que je prends toujours l'image de la cession de créance qui est comme un grand bac vide. Quand vous envoyez une cession de créance au comptable de l'ASP et qu'il accepte cette cession de créance, il va créer en fait comme un bac à remplir. C'est-à-dire que le bac du fournisseur lambda, il faut le remplir de 75 000 euros. Donc, il faut savoir que tant que ce bac-là ne sera pas rempli, tout ce qu'il va verser au titre de votre subvention à l'opération, il va le verser dans ce bac-là. Donc, faites très attention parce que si, par exemple, vous faites la cession de créance, vous versez à votre fournisseur les 25%, mais que vous faites une demande de paiement, pas avec cette facture-là, mais avec une autre,
en fait, il va verser directement au fournisseur l'aide, hein, même si l'aide qui est versée par l'ASP ne concerne pas la facture. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Le payeur de l'ASP, il ne va pas regarder, en fait, si ce que vous demandez est en lien avec votre tract de cession. Lui, il a créé un bac qu'il faut remplir du montant de la cession, qui est les 75 000 euros. Il faut savoir aussi que si vous avez plusieurs cessions, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, je m'explique. Supposons que vous avez 2 actes de cession. Vous avez un acte de cession du fournisseur A qui est au 1er janvier 2018 et le deuxième qui est au 15 janvier 2018. Donc, le A est avant le B. Et vous faites l'inverse. C'est-à-dire que, alors, les cessions, en fait, quand vous les notifiez à l'agent comptable, c'est pas ce que vous transmettez, la date de transmission qui importe, c'est la date de signature de l'acte de cession qui détermine l'ordre de priorité des cessions. C'est-à-dire, je m'explique, l'acte de cession du fournisseur A, c'est le premier, c'est 1er janvier 2018. Ça va créer un bac à remplir. Et c'est celui-là qui est en ordre de priorité. Donc, tant qu'il ne sera pas rempli, on va verser à ce fournisseur jusqu'à hauteur du montant de la cession de créance. Alors, on prend l'exemple. L'agriculteur, en fait, il envoie sa demande de paiement intermédiaire et en fait, là, il produit en fait la facture non pas du fournisseur B, non, il produit la facture non pas du fournisseur A, mais du fournisseur B, c'est-à-dire la deuxième date de la cession de créance. Donc, on envoie ça à l'ASP, sauf que le comptable, il a l'obligation, par rapport au code civil, de procéder au versement de l'aide, non pas au fournisseur B, mais au fournisseur A, parce que c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, quand vous avez plusieurs sessions, attention, il faut vraiment être dans le même tempo. Le A, je traite d'abord mon autofinancement avec lui, je règle l'acquisition du matériel avec lui et j'envoie au service instructeur et à l'ASP. Et après, je m'occupe de B. Mais si vous faites B avant A, eh ben, le fournisseur A, c'est lui qui va recevoir l'aide. Soyez très, très attentifs à ça. Et là, on a un gros problème, là, actuellement, sur un dossier où il y a un fournisseur qui n'a pas démarré, en fait, ses travaux et qui a reçu une aide parce qu'en fait, il était le premier, d'accord, dans l'ordre que je viens d'évoquer. Et en fait, le bénéficiaire, par contre, a transmis la facture du deuxième. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? C'est très important. Ça, c'est vraiment quand il y en a plusieurs. Il faut procéder dans le même tempo. Le A est payé d'abord et le B, vous le faites après. Sinon, l'ASP, elle ne s'occupe pas de qui fait quoi. Elle travaille par ordre. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Slide suivante. Autre point de vigilance, donc la priorité, on l'a vu, il faut travailler par rang de priorité, mais également si jamais vous sous-réalisez avec un fournisseur, on va prendre le même exemple du tracteur. Finalement, vous achetez un tracteur un peu moins puissant, ou vous avez eu une remise, bon, c'est bien. Vous avez quand même transmis une cession de créance à 100 000. Mais finalement, pour plein de raisons, vous allez sous-réaliser. Donc, la facture, elle n'est pas à 100 000, mais elle est à 80 000 euros. OK, vous transmettez au service instructeur et donc votre fournisseur est payé. OK, tout va bien. Sauf que si vous ne faites pas,
une notification à l'agent comptable qui dit, mais attendez, la cession de créance, en fait, elle n'est pas sur 100 000 euros, mais elle est sur 80 000 euros. Il va laisser ce pot ouvert. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez soldé, en fait, l'acquisition de ce matériel, même si, donc, qui est moins cher que prévu, l'ASP, elle a gardé, en fait, le fait qu'il est toujours à 100 000 euros, qu'il y a une cession de créance à hauteur de ce montant-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut suivre le cas des sous-réalisations. Voilà. Et donc, demander à ce que le fournisseur, en fait, parce que là, c'est le fournisseur qui doit notifier à l'agent comptable une main levée partielle pour clôturer la cession. Sinon, il va continuer à alimenter ce bac jusqu'à la hauteur de la cession de créance. On appelle ça, en fait, dans les termes du code, l'extinction de son montant. Tant que c'est pas éteint, c'est-à-dire on n'a pas tout rempli, eh ben, il va verser. Et là, vous allez avoir des aides qui vont aller chez le fournisseur alors qu'il a été entièrement réglé de son matériel. Donc, attention à la sous-réalisation également. On a vu l'ordre, de bien traiter dans l'ordre les cessions de créances, mais attention aussi en cas de sous-réalisation. C'est pour ça qu'en fait, ce que recommande l'ASP, c'est vraiment, en fait, de faire vos cessions de créances au plus proche de votre acte d'achat. C'est-à-dire, n'envoyez pas un document de cession de créance pour un achat 6 mois plus tard. Quand vous êtes prêt à faire votre investissement, vous dites, OK, là, j'ai la trésorerie qu'il faut, j'ai mes 25%, enfin, si vous êtes à un taux d'aide de 75%, voilà, le mois prochain, c'est bon, je peux commander, je peux acheter. OK, vous le faites vraiment au plus près. Mais ne faites pas ça dans 2 temps différents parce qu'il peut y avoir plein de choses avec des montants différents, etc. Alors, s'il y a des augmentations de tarifs, c'est la même chose. En fait, il faut, si vous avez un montant qui est supérieur à ce qui était prévu, là, il faut passer par 2 étapes. La première étape qui est une demande d'avenant, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut prévenir votre service instructeur qu'il y a eu un surcoût afin qu'il instruise à la hausse votre plan de financement. Donc déjà, première étape avant d'acquérir votre investissement. Et deuxième étape, vous voyez pourquoi c'est important d'être dans quelque chose de très, très proche. Là, vous vous dites, OK, oui, au moment où j'ai déposé ma demande d'aide, il était à 100 000, maintenant il est à 130 000. OK. Donc, demande d'avenant et vous faites justement, parce qu'on est dans une situation inflationniste, vous faites justement vos démarches de commande au plus proche de l'envoi de votre cession de créance. Parce que effectivement, et je partage complètement la remarque qui vient d'être faite, si vous le faites en séparé avec un délai trop important entre l'envoi à l'ASP et l'acquisition, vous allez avoir effectivement une cession de créance qui ne sera pas à la hauteur du montant qui, entre-temps, a augmenté du bien. Donc, vraiment, les porteurs de projets qui sont autour de cette visio, les conseillers, les groupements, le mot d'ordre, c'est vraiment faites les choses le plus rapprochées possible pour ce montage-là. Alors, On a une question un peu dans ce sens, à la réponse que tu as apportée, Roselyne, justement, sur, voilà, dans le cas des augmentations des tarifs, oui. comment on subit, donc effectivement, voilà, on a subi de façon, comment procéder de vie moins chère que facture. Voilà, c'est un peu à la question que Mme Vengassalon vient de Oui, répondre. c'est ça. Il faut vraiment faire une demande de modification de plan de financement d'abord. Parce que la cession de créance, je rappelle, hein, c'est quelque chose que l'on fait une fois que la décision juridique est faite. C'est pas quelque chose que l'on active au moment de la demande d'aide. Ça se fait au moment où voilà, vous avez votre décision juridique et là, vous mettez en œuvre votre opération. OK.
avec ce que tu as dit. Alors, sur la question de la sous-réalisation, vous voyez, je vais jusqu'au bout hein, du raisonnement et les cas où on va être vraiment en grande difficulté. Supposons que vous avez un fournisseur, vous aviez plusieurs sessions de créance et vous avez un fournisseur qui, comment dire, qui a sous-réalisé. Mais la notification de la sous-réalisation n'a pas été faite. L'ASP va continuer à payer en fait ce fournisseur jusqu'à hauteur de sa cession. Et quand on va solder le dossier, en fait, il va avoir un trou. C'est-à-dire qu'il y a un fournisseur qui, lui, ne sera pas payé. Voilà, forcément, puisque vous créez en fait un montant qui va être versé au fournisseur pour lequel il y a eu une sous-réalisation. Comme ce montant ne va pas être bien versé, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû être versé à ce fournisseur-là, mais c'est votre dernier fournisseur dans l'ordre des paiements qui, lui, n'aura pas qui a été injustement payé au premier fournisseur pour lequel il y a eu une sous-réalisation. Vous voyez, on a là, des situations extrêmement complexes. Donc là, le fournisseur, effectivement, valablement, peut se retourner contre l'agriculteur cédant, parce que c'est de sa responsabilité. Donc, je le redis, la cession de créance, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et il ne faut pas la massifier, c'est-à-dire, j'en ai parlé une fois avec un groupement, je disais, mais on ne peut pas rentrer dans avec 100, 200 dossiers de cession de créance pour un groupement. On le fait au cas par cas avec des agriculteurs ou enfin des chefs d'entreprise, qui ont envie de procéder à ce type d'acquisition et de montage qui est très intéressant. Mais il faut qu'il y ait de la rigueur parce que là, demander à un fournisseur de rembourser, on a eu de la chance. Pour il a joué le jeu, celui qui a reçu tout le montant de la subvention. Il a joué le jeu, il a remboursé. Donc, ça allait. Par contre, on a un autre cas où, en fait, lui, il considère qu'il a reçu quelque chose, mais que lui, il n'a aucun engagement de la part du chef d'entreprise. Et là, le porteur de projet a un problème, puisqu'en fait, il y a une aide qui a été versée à ce fournisseur alors qu'il n'a pas réalisé. Donc, je rappelle que cession de créance n'est pas de la responsabilité du service instructeur. C'est vraiment de la responsabilité du chef d'entreprise avec son fournisseur. C'est pour ça qu'on tient à vous accompagner dès le départ pour que ça se passe bien sur l'envoi de ces cessions. Mais après, on tenait vraiment à vous rappeler qu'il y a une gestion de très court terme dans ces éléments-là. Ne laissez pas de délai passer. Et c'est surtout quand vous avez plusieurs sessions, il y a une très, très grande rigueur à avoir sur les ordres de priorité. Je crois qu'il y a un troisième point de vigilance. Oui. Alors, il faut savoir aussi que de manière générale, alors c'est assez rare, mais on le partage avec vous. L'ASP, elle peut être destinataire également de cessions de créances, mais qui n'ont rien à voir avec votre fournisseur, et parce qu'en fait, vous avez des montants à recouvrer, vous, en tant que chef d'entreprise. Supposons, hein, je m'explique. Vous avez plusieurs opérations, dont une, vous avez reçu une avance, finalement, vous n'avez pas pu réaliser. Vous avez abandonné l'opération, donc en fait, l'ASP va vous dire, ok, première opération, vous avez reçu une avance, vous n'avez pas réalisé, il faudra nous demander il faudra nous reverser le montant de l'avance que vous avez eu. Donc l'ASP va transmettre un ordre de reversement. Cet ordre de reversement, il va créer justement une créance à l'ASP. Donc, si par exemple, vous avez une deuxième opération qui arrive, là, tout se passe mieux, vous avez passé un cap, donc vous démarrez une autre opération. Et si vous avez une cession, et en fait, la première qui n'est pas soldée, puisqu'en fait, il y a un reste à recouvrer au niveau de l'ASP,
Malheureusement, en fait, c'est elle qui va être servie lorsqu'il y aura une aide à payer, non pas votre fournisseur. Oui, je vais y répondre. C'est la même chose. On peut aussi avoir des organismes tels que les impôts, la MSA, qui disposent d'un ordre de priorité supérieur à celui de votre fournisseur. Alors, c'est rare, parce qu'on en a parlé avec l'ASP, c'est rare, mais ça peut arriver que, en fait, si vous avez si vous êtes débiteur, voilà, vis-à-vis de certains organismes, ils peuvent aller jusqu'à l'ASP pour pouvoir voilà, avoir des versements, mais prioritairement vis-à-vis de votre fournisseur. Alors, s'il y a changement de RIB, c'est-à-dire votre fournisseur a changé son RIB, c'est ça? Alors, attendez, Alors, les modifications de compte bancaire, hors session de créance, oui, oui, vous devez vous adresser à votre service instructeur. Hein. Il faut savoir que dans le formulaire de demande de paiement, on vous indique que si vous avez un RIB qui est différent de celui que vous avez transmis à la demande d'aide, il faut vraiment pouvoir, lors de votre demande de paiement, adresser ce nouveau RIB. Alors, supposons que vous avez transmis une demande de paiement, mais qu'entre-temps, pour une raison ou pour une autre, vous avez un RIB qui change, oui, vous devez vraiment alerter de suite le service instructeur. Voilà. Après, mécaniquement, ce ne sont pas des choses complexes à réaliser en termes d'instruction et sous Osiris, et c'est très sensible. Donc, il faut effectivement alerter de suite votre service instructeur, sinon ce sera payé sur l'ancien RIB. Alors, est-ce que sur cette notion de cession de créance, est-ce que c'est clair pour vous? J'espère avoir été assez pas trop vite. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Voilà. En tout cas, gardez vraiment l'image du pot vide qui doit être rempli, des ordres de priorité et de la question de la sous-réalisation. Bon, sachez que c'est quelque chose qui continuera de toute manière à être mis en œuvre sur le prochain programme 23-27 qu'on va encourager parce que ça permet vraiment aux entreprises de pouvoir surtout avoir du matériel. Je pense que c'est très adapté à du matériel. On veut, je sais pas, acheter un tracteur, acheter une mini-pelle, acheter, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a juste l'autofinancement. Grâce à la cession de créance, c'est possible. Alors, ok, super. Est-ce que peut-être Gina ou ton équipe voulait intervenir sur la session? C'est bon? Juste pour dire quand même que ce dispositif qui a été mis en place sur cette programmation quand même, certains porteurs de projets ont eu à l'utiliser et ça a très bien servi pour certains puisque comme disait Madame Vingla-Salon, le porteur de projet ayant au moins la partie de l'autofinancement, ça lui permet de faire l'acquisition surtout de son matériel, puisque dans ce type d'investissement, c'est une garantie aussi pour le fournisseur, sachant que derrière, au niveau du paiement de la cession de créance, quand la demande elle est formulée avec les éléments de complétude du dossier, c'est un paiement qui se fait assez rapidement, puisqu'en amont, les vérifications ont été faites par l'agent comptable. Donc, quand ce type de paiement arrive, la liquidation et le paiement se fait dans des délais très, très réduits.
Slide suivant, peut-être. Si personne n'a pas d'autres questions. Voilà. Et enfin, dernier point sur... Alors, Monsieur Dina. Lorsque c'est un accompagne la cible particulier. Je pense que c'est la population de créance. La session de créance, c'est celui qui a c'est le bénéficiaire. Donc, voilà. Là, je suis vraiment sur une session de créance fournisseur, donc je sais pas. Je n'ai peut-être pas très bien compris la question. Là, on est vraiment sur la session de créance fournisseur. C'est pas la session de créance au sens SICA Cagnères, où en fait l'aide est versée c'est une aide, enfin l'aide qui est versée, il y a une session de créance, c'est-à-dire que l'agriculteur accepte à ce que l'aide soit versée au groupement. C'est pas exactement le même mécanisme. Parce que les sessions de créance SICA, c'est une question de RIB. Donc, c'est pas la même chose que ce qu'on vient de voir là, où en fait, on a deux opérateurs, en fait, et donc le fournisseur, lui, il fournit son RIB à l'ASP. C'est pas traité de la même manière. Je poursuis. On pourra reparler de ça, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux sessions. Elles ne sont pas exactement opérées de la même manière. Sur les règles de publicité, donc, il faut savoir qu'il y a 2 temps pour le respect des règles de publicité. Le premier temps, c'est pendant la mise en œuvre de l'opération, vous avez une obligation, soit de mettre une affiche lorsque le soutien public total est supérieur à 50 000 €. Voilà. Et lorsque l'opération est supérieure à 500 000 €, vous avez un panneau temporaire, le temps de la mise en œuvre de l'opération. Il doit être un gros panneau de type A1 qui mentionne le concours financier apporté par l'Union européenne. Donc ça déjà, ça veut dire que au moment où vous allez même faire des demandes de paiement intermédiaires, vous devez, dans les 2 cas que je viens de citer, être en capacité de démontrer au service instructeur que vous avez déjà procédé aux règles de publicité qui s'imposent à vous. Alors, souvent, on a en fait les obligations de publicité qui arrivent au SOD, ben non. C'est-à-dire que logiquement, dès le démarrage de la mise en œuvre de l'opération et à votre première demande de paiement, si vous êtes dans les 2 premiers cas, vous devez déjà avoir mis en fait soit votre petite affiche, le A3, ou soit votre grand panneau lorsque c'est supérieur à 500 000. Deuxième chose également en mise en œuvre d'opération, ne pas oublier que il n'y a pas que la publicité, on va dire physique, au travers de votre panneau qui s'impose à vous. Lorsque, par exemple, un agriculteur va se faire financer des gîtes agricoles, qu'il a un site web par rapport à son activité de giteur, vous avez l'obligation, en fait, de mentionner sur le site web l'aide fédéraire que vous avez reçue au titre de votre investissement. Donc, pensez bien, soit en tant que bénéficiaire, soit en tant qu'accompagnant de porteurs de projet, à bien demander si, en fait, l'entreprise a un site web. Si elle a un site web, il faut que l'aide européenne soit décrite. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est pendant la mise en œuvre de l'opération. Deuxièmement, une fois qu'on a achevé l'opération, donc là, c'est également un panneau, un grand panneau là, de type A1 qui doit être visible, etc. Et donc là, c'est pour les opérations qui dépassent 500 000 €. Et donc, ce sont les opérations qui portent sur un achat d'un objet matériel ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction, type bâtiment, etc. Voilà.
Donc, toutes les règles de publicité, vous les retrouvez sur Europe Guadeloupe, le FEADER. Vous avez même, en fonction du montant, vous avez la possibilité en fait de cliquer le montant de votre subvention et en fait, ça vous donne automatiquement en fait les règles qui s'imposent à vous en termes de publicité de l'aide européenne. Voilà. Je tenais à vous le rappeler puisque vraiment c'est en cours et après site web et publicité physique. Et sur le matériel, voilà, des autocollants, le service instructeur peut vous les fournir, il n'y a aucun problème à ça. Alors moi, j'en ai terminé en tout cas de mon intervention. Slide suivante, je crois qu'on passe sur plutôt les prises de rendez-vous par la suite. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Merci. Merci beaucoup, Madame Vinglas-Salon, pour cette présentation très complète. Merci à Madame Roulon aussi pour ses interventions. Alors, il est très important de vous rappeler, voilà, pour ceux qui ont des demandes de paiement en cours, de bien vouloir vous rapprocher de Madame Roulon-Gina si vous avez un doute, voilà, vous avez des interrogations. Et maintenant, pour ceux qui souhaitent déposer de nouvelles demandes de paiement, donc nous avons une collègue sera disponible toute la période pour vous accompagner et vous avez, voilà, vous avez le numéro affiché. Donc, vous prenez rendez-vous avec elle et elle se chargera de vous orienter vers l'instructeur concerné par votre dossier. Ça, c'est très important puisque vous l'aurez compris, cette démarche rentre vraiment dans une campagne de relations en B2B, en face-to-face avec les bénéficiaires parce que nous souhaitons vraiment vous accompagner de bout en blanc sur voilà, les dossiers qui vont arriver, sur vos interrogations. Alors, ne restez pas silencieux. Si vous avez une interrogation, vous avez un doute sur un document, sur un délai, sur la session de créance, si vous avez une difficulté à obtenir un document, ou même pour savoir où est-ce que ça en est justement, puisqu'on a aussi, on a rencontré, voilà, on a eu ce questionnement-là, pardon, où on avait, voilà, des agriculteurs qui nous demandaient, en fait, oui, nous sommes passés par une SICA ou par une organisation professionnelle, etc. N'hésitez pas, voilà, à vous rapprocher de votre groupement pour savoir effectivement quels sont les documents qu'il vous faut fournir aujourd'hui pour pouvoir procéder au solde de votre dossier de paiement en cours. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous approcher de votre groupement ou alors simplement de nous contacter au service FEADER qui se trouve au Métis à Convenance pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas aussi, voilà, à relayer l'information autour de vous. Simplement pour ajouter aussi notre prochain webinaire qui est à venir jeudi 14 septembre à 15 heures sur l'appel à projet 5.2. Voilà, qui a été initié pour accompagner les agriculteurs ayant subi des dommages lors de la tempête Fiona, aussi bien voilà, le matériel végétal, voilà, les investissements, les outils, etc. Le hangar, par exemple, vous avez subi des dommages voilà, lors de la tempête Fiona. Donc, ce webinaire, voilà, vous accompagne sur justement la complétude de votre dossier, les critères d'éligibilité, les pièces administratives qui vous seront demandées, etc., pour vous permettre là aussi d'avoir le meilleur accompagnement possible. Et le service instructeur mettra en place à cette occasion aussi l'accompagnement. Alors, bien faire la différence, ce ne sera pas de l'accompagnement pour vous aider à monter votre projet, mais l'accompagnement pour vérifier, voilà, si votre dossier est bien complet avant, en fait, qu'il rentre dans les tuyaux, qu'il soit dans la piste d'instruction. Ça, c'est super important parce que vous savez, après, une fois que le dossier il est enregistré, il y a des délais réglementaires pour les échanges entre le service instructeur et les bénéficiaires. Donc, ça, c'est très important. Et cette étape-là, on l'a voulu justement pour vous accompagner avant de déposer le dossier. Donc là aussi, prochain webinaire sur
l'appel à projet jeudi 14 septembre à 15 heures. Donc, vous l'aurez compris, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Vous pouvez avoir accès voilà, au replay du webinaire. Et n'hésitez pas, comme on l'a redit, le service instructeur se tient à votre disposition. Et si vous voulez aussi avoir peut-être des informations beaucoup plus techniques, je parle aussi des organisations professionnelles, ne pas hésiter voilà, à faire un mail à Madame Vegla Salon, si vous le souhaitez, copie Madame Moulon, voilà, pour des compléments d'informations, puisque vous avez compris, il y a une gestion, quand on parle de l'agriculteur, voilà, en son nom propre, et voilà, l'organisation professionnelle qui va déposer un dossier pour pouvoir bien comprendre quelles sont les procédures, et ça, c'est important pour éviter justement qu'on ait soit des périodes de latence ou trop de va-et-vient entre les services. Je ne sais pas si mes collègues ont voilà, d'autres éléments à apporter, des éléments complémentaires. Donc, Cathy, tu as tout balayé. Donc, l'observation complémentaire. Alors moi, je vous invite vraiment à prendre contact hein, si vous voulez être accompagné sur votre nouvelle demande de paiement. Alors, faites vraiment vos demandes de paiement, déposez des demandes de paiement là, la semaine prochaine, au plus vite, puisque bon, c'est important que nous, on puisse les traiter au fil de l'eau. Donc, on vous invite vraiment à prendre contact avec le service instructeur, à déposer vos demandes de paiement. Sachez également que l'année 2024 va être très chargée, il va y avoir beaucoup de travail, donc plus vite on peut recevoir vos demandes de paiement et mieux c'est, parce que voilà, c'est un programme qui progressivement, comme je vous l'ai expliqué en début de webinaire, va fermer ses portes en 2025. Et donc, dès à présent, on vous encourage à vraiment solder vos opérations quand c'est possible, bien sûr, et à faire remonter vos DP au fil de l'eau. En tout cas, nous restons à votre disposition si vous avez besoin d'être accompagné sur ces sujets-là, et notamment la session qui est un petit peu plus, on va dire, administrative, et c'est surtout qui peut avoir de grandes conséquences sur le versement de vos aides. Voilà. Ben, merci à vous tous pour votre participation. On se donne donc rendez-vous très bientôt avec Madame Vegla Salon et Madame Roland et le service instructeur, voilà, pour de nouveaux rendez-vous à vos côtés. Donc, du coup, voilà, une nouvelle fois, merci beaucoup voilà, pour votre participation et n'hésitez pas à prendre contact avec le service instructeur qui se trouve au Métis à Convenance à Bemao. Merci à tous et bonne soirée à vous. À très bientôt.